Voilà, on va entamer cette dernière partie de notre journée. Je pense que c'est une journée qui nous a remplis, beaucoup touchés, et qui est d'une richesse incroyable, entre les émotions, ce que ça suscite aussi comme réflexion. Donc merci à toutes et tous d'être là. J'introduis donc cette dernière partie, et pour cette introduction, je voudrais dire que je suis ravie de pouvoir ouvrir avec Patrick Rivalski cette table ronde avec 6 contributeurs, contributrices que vous voyez ici à cette table ronde qui n'est pas ronde et qui a un titre résonnant. Et là, on va l'écrire avec ça résonne. Histoire de vie et développement contemporain. Je suis donc ravie de venir conclure sur un espace d'ouverture cette journée d'hommage à celui qui fut mon directeur de thèse, ma référence, avec ce coup de cœur pour les histoires de vie en 1995, lorsque je me suis inscrite à Genève en sciences de l'éducation, alors qu'à cette époque-là, j'enseignais à la HEG de Fribourg. Je suis ravie d'entendre et d'avoir entendu les héritiers et de découvrir, même si c'est maintenant toujours très brièvement, vous avez entendu l'histoire du rapport au temps, les champs de recherche et d'action qui prolongent, qui actualisent, qui maintiennent en vie les travaux des pionniers. Bien évidemment pour nous, ici, aujourd'hui, ceux de Pierre Dominicé, à qui j'ajoute, pour ma part, Marie-Christine Josso. Parce que c'est un clin d'œil à Marie-Christine. Il y a de l'émotion. Sa fameuse question, et toi, d'où tu parles? Et comment tu justifies d'être là? Alors, en quelques mots, très rapides, pour ma part, après un master en lettres et puis un autre en sciences du langage, j'ai enseigné. Et puis, je me suis retrouvée un moment avec des adultes. Et j'ai trouvé que pédagogie, ça n'allait pas très bien à cette époque-là. Et on m'a dit, ah tiens, il y a un truc à Genève. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Genève et que j'ai découvert, avec des guillemets, qu'il y avait une pédagogie des adultes. Et bien sûr, je suis tombée en amour, comme disent les Québécois, avec les histoires de vie. Et je suis absolument ravie d'avoir découvert aussi cette entrée en contrebande, parce que pour moi, ça a été l'ouverture aussi d'un autre champ. C'est ce qui a été dit par rapport à des groupes. Alors, j'ai accepté cette proposition de Marie-Christine Josso à ce moment-là, qui m'a dit allez, je t'embauche comme assistante, et puis tu feras ta thèse. Donc, je suis bien devenue son assistante, et j'ai pu co-animer les séminaires des histoires de vie et travailler sur mon doctorat. Mais je tiens à témoigner du fait que j'étais à ce moment-là, c'était à Battelle, pour ceux qui se rappellent, et qu'il y avait beaucoup de temps d'échange et de discussion, notamment entre les deux, entre Pierre et Marie-Christine. Et j'étais dans cet espace de collégialité qui, en même temps, était toujours dans des tensions. Et en tout cas, là, aujourd'hui, c'est juste incroyable. Et depuis tout le temps qu'on a préparé cette équipe tous ensemble, et là, aujourd'hui, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui est complètement apaisé, qui donne sa forme et tout son sens. Évidemment, le départ de Marie-Christine en juillet 2022, et puis après celui de Pierre en 2024, a fait que nous nous sommes vraiment sentis orphelins de cette école de Genève. Mais tout ce qu'ils nous ont transmis, et c'est ce qu'on a bien entendu, et tout ce qu'ils ont apporté, et tout ce dont on leur est reconnaissant. Je me suis toujours référée à leurs travaux, et je veux bien imaginer que maintenant, ces contributeurs que nous allons écouter maintenant à cette table ronde, avec un temps minuté, 8 minutes, voilà, et qui vont nous témoigner
du fait qu'on est tout le temps et on reste dans cette ouverture, ce chemin, ce cheminer toujours dans les histoires de vie, et en entendant aussi les espaces d'ouverture, d'innovation et d'expérientiel. Alors, je voudrais dire, avec cette fois, en faisant référence à Pierre, avec sa voix qu'on a entendue, qui était si typique, et dont certains ont fait référence ici, et qui venait nous bousculer, et quand il disait... dans ses paroles par rapport au récit de vie en institution, toujours et encore penser à l'avenir des histoires de vie. Alors, je vais le citer par rapport à ce que j'avais travaillé avec lui, je pense que c'est dans plus ou moins les derniers écrits, sur cette notion d'innovation. La pratique de recueil, donc je cite Pierre, j'ouvre les guillemets, la pratique de recueil invite à imaginer d'autres usages de l'histoire de vie. L'intérêt du texte ne tient donc pas uniquement à son contenu spécifique, mais bien à l'incitation à inviter des pratiques de récit de vie appliquées à d'autres populations. Dans les domaines des sciences sociales, nous avons surtout approfondi les conditions de socialisation des jeunes et des adultes. Nous avons surtout il est temps maintenant que nous pensions plus attentivement, et là, à cette époque-là, c'est les personnes âgées, et à celles qui subissent une fin de vie solitaire et physiquement difficile à assumer. Le thème de la finitude est à inscrire dans cette problématique. La mort a été mise de côté dans la prise en compte de cette finitude, à interroger le fil rouge de sa vie, je crois que ça a été dit, et lui trouver une cohérence font partie des tâches de formation au vieillissement. Donc là, on était centré sur la question du vieillir, de l'âge adulte et évidemment d'une certaine population. Alors, je suis ravie de donner la parole à ces 5 contributions qui vont nous ouvrir, nous montrer tous ces espaces d'innovation sur différents publics et pas seulement évidemment sur le public adulte. Donc voilà, on va commencer. Catherine s'occupera de la gestion du temps. Oh. Après que chacune des personnes soit exprimée, il y aura un moment d'écho de la part de la salle. Et à ce moment-là, je reviendrai vers vous pour faire circuler la parole. Préparez vos échos. Donc, la première personne à intervenir, on ne va pas la présenter, ça y est, ça a été fait. Jean-Michel, c'est à toi la parole. Je crois que tu as choisi un titre un peu choc comme ça, du Oser. Oser bifurquer. Et je vais construire les 8 minutes qui devant moi. 8 minutes autour d'un mot qu'il est très facile de placer dans une conversation, qui est le mot déstandardisation. C'est vraiment un mot cool et je vais travailler avec ça. Alors, quelle mouche me pique? Les histoires de vie, c'est aussi, plus largement, la recherche biographique. On travaille par enquête, on fait des entretiens, on retranscrit les entretiens, on les analyse. Des dizaines de thèses et de mémoires se sont construits à partir de cette manière de travailler. Et donc, au fond, si notre cahier des charges maintenant, c'est d'actualiser l'héritage critique des travaux de Pierre, je me suis dit, alors, et Dieu sait si avec l'actualité internationale, politique, il y a vraiment de quoi faire. J'ai essayé de rester sur le terrain de l'adulte en formation. Alors, comme vous le savez peut-être, Pierre avait une pensée cumulative, intégrative. Ça m'avait beaucoup frappé en arrivant. Pour lui, l'éducation des adultes, c'était bien sûr la formation continue, qui pour moi, c'était fondamentalement la formation continue, évidemment. Mais Jean-Michel, il y a aussi
le développement personnel. Et le développement personnel, ça pose des tas de questions. Il faut regarder ça de très près. C'était aussi l'animation socioculturelle et les bibliobus qui sillonnent les villages du Jura, pour prendre un exemple très lointain. Eh bien, ça faisait partie du questionnement des enjeux de l'éducation des adultes. Et pour lui, vraiment, à ses yeux, ça faisait partie du champ. Alors, il y avait aussi ce qui marquait très fort les années 80-90, c'est le fait que les approches qualitatives avaient le sentiment d'avoir de la peine à se faire entendre au plan scientifique par rapport à ce qu'on appelait la quantophrénie, c'est-à-dire les approches statistiques qui tenaient le haut du pavé, y compris dans la sociologie de la formation. Et il me semble que cette opposition, alors là, on regarde avec sévérité, est un peu une opposition du passé. En tout cas, pour ma part, j'ai eu beaucoup d'intérêt à travailler avec, citons-le puisqu'il travaille chez nous, Éric Widmer, sur la sociologie des parcours de vie, où tout d'un coup, nous, la question qu'on pouvait se demander, c'est quand on travaillait dans le cadre d'un mémoire, est-ce qu'on avait affaire à un parcours de vie typique ou atypique? Et nos approches qualitatives ne nous permettaient absolument pas de valider cela. Alors que Widmer et son équipe pouvaient nous dire « alors ça, c'est rare ». Ou bien nous dire « écoute Jean-Michel, arrête-toi ». C'est 70% des parcours féminins ressemblent à ce moment à cela. Et il nous disait ça. Alors, bon, je ne suis pas là pour faire la pub d'Éric Widmer, vous avez bien compris, mais pour dire qu'on a pu travailler dans une nouvelle entente et quelque chose qui était, me semble-t-il, apaisé au plan épistémologique, parce que les gens de la sociologie des parcours de vie n'avaient pas le temps de se poser dans l'épreuve de telle ou telle personne et nous écoutaient avec beaucoup, beaucoup d'intérêt quand nous, on regardait presque au microscope qu'est-ce qui avait pu se passer pour cette personne à tel moment. Et il y avait donc une entente réciproque et pas du tout feinte. Alors, qu'est-ce que j'entends par 4 minutes 18 secondes sur la déstandardisation des parcours de vie? C'est simplement que la thèse, c'est que le modèle ternaire des parcours de vie a explosé. Le fait qu'on se forme pendant l'enfance et la jeunesse, que la vie de l'adulte est, c'est gagner sa vie, c'est centré sur l'activité, et que la période de retraite soit une période de retrait et d'inactivité, ce modèle-là n'est plus tenable et ne correspond pas au parcours de vie actuel. Quand on se retrouve à 65 ans avec statistiquement 20 ans d'espérance de vie valide devant soi, ça ne peut pas être une période de retrait. Quand on se retrouve à 35 ou 40 ans en se disant « ça suffit, je rends mon tablier, j'arrête ce job, je bifurque, je me réoriente ». Et je voudrais saluer Aurélie Dirix, elle était là ce matin, c'est la dernière thèse que j'ai eu la chance et l'honneur de diriger sur donc, les reconversions professionnelles volontaires. Ça suffit, j'ai donné 15 ans dans ce travail, je peux débrayer pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans et me réorienter. Alors, évidemment, donc, la déstandardisation des parcours de vie, ça veut dire qu'à des moments clés de la vie adulte, il peut y avoir un débrayage de la vie active et un investissement sur la formation radicale, d'une manière massive, qui permet une bifurcation professionnelle. C'est cela que j'entends par déstandardisation. Alors, oser bifurquer, c'est pas si simple. Pour les parcours que nous avons étudiés avec Aurélie, et en termes de résultats de recherche, alors ça peut se produire pour n'importe qui. Il n'y a pas de profil. Un gestionnaire de fortune de Lombard-Odier, crise des subprimes, on lui dégomme son équipe dans son dos. Les gens se disent, mais
il ne nous protège pas, il ne nous dit pas, lui-même se sent pris à contre-pied. Je vous promets que c'est vrai, il est sur une plage en Algarve, au Portugal. Aurélie, 3 fois est revenue. Il regarde la mer et il dit « c'est décidé ». Et qu'est-ce qui est décidé? Il s'en va. Il quitte Lombardier, il vient chez nous. Pendant 5 ans, et je peux vous dire que c'est vraiment la thalassothérapie, hein, une image, c'est bien connu. C'est bien connu. Et il est prof de maths en collège à l'heure d'aujourd'hui. Mais monsieur, vous rouliez en Porsche. Qu'est-ce que vous faites à nous enseigner des maths dont on n'a rien à faire? C'est mon bonheur, c'est mon plaisir. J'en rajoute pas, j'en fais pas des tonnes. On a une douzaine, et pas que chez Lombardier. On a le postier qui est maintenant enseignant et qui, je ne peux pas vous raconter ça, mais dont le grand bonheur était d'organiser des festivals pop dans le Jura encore. Donc, oser bifurquer, il y a un engagement, 7 minutes, le coût, incroyable. Tous les gens enquêtés par Aurélie ont souffert en formation, ont été maltraités dans nos espaces de formation. Ils le disent tous. C'est incroyable. Je ne sais pas comment j'ai tenu. J'ai rasé les murs. On a encore beaucoup de boulot dans nos systèmes de formation, et c'est peut-être la perspective critique qu'aurait assumé Pierre. Mais qu'est-ce qu'on fabrique pour ne pas bien accueillir ces gens en reconversion professionnelle? Merci pour votre attention. Merci Jean-Michel. Maintenant, on passe la parole directement à Nathalie Müller-Mirza. Le micro n'est pas branché. Ah, c'est le micro qui n'est pas branché. Et vous l'entendez pas? Il est branché. Lui, il est branché. Ah, il était... Ah oui. Merci. J'arrête là? Non, c'est bon. OK. Donc, merci Jean-Michel. Et on passe la parole à Nathalie Müller-Mirza pour son intervention. Donc, je ne la présente pas non plus. Hein, vous avez bien entendu sa présentation ce matin. Et là, elle va nous parler de articuler approche biographique et microphénoménologique pour penser les apprentissages du quotidien. Merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup. Tu disais, Jean-Michel, on a encore du boulot dans l'accueil. On a encore du boulot dans l'accueil de l'écoute, me semble-t-il, aussi. Alors, je voudrais vous parler d'un dispositif plus méthodologique qui articule précisément approche biographique et microphénoménologique pour penser les apprentissages du quotidien. Et ce dispositif, on l'appelle l'entretien narrativo-explicitatif. Alors, quand vous aurez réussi à prononcer entretien narrativo-explicitatif d'un coup, vous serez accepté. Je dis nous, parce que ce dont je parle est le résultat en fait d'un travail de réflexion et de pratique avec Vittoria Cesari-Lusso, qui est ici, et Marwa Mahmoud, qui est là-haut, et quelques membres de mon équipe ici à l'Université de Genève, l'équipe AIACT. Et je voudrais vous en parler en le mettant en dialogue, évidemment, avec l'héritage de Pierre Dominicé. Ce dialogue montre à la fois des continuités, mais aussi des déplacements. C'était un peu l'intention. Pierre nous a appris quelque chose de fondamental. On n'apprend pas seulement à l'école, on apprend dans le travail, dans les épreuves, dans les moments ordinaires de la vie. Et surtout, il nous a rappelé que pour comprendre ces apprentissages, il fallait partir de la parole des personnes concernées. Il écrivait dans un de ses chapitres, une de ses publications en 2017, j'ouvre les guillemets, « En sciences humaines, la connaissance scientifique appartient le plus souvent aux spécialistes d'un champ disciplinaire. Or, toute connaissance appropriée au domaine de l'éducation réclame, à l'inverse, de prendre sens dans le savoir explicite d'un acteur. » Autrement dit, la personne est experte de son expérience. Cette posture, on le sait, s'inscrit dans une tradition plus large
des récits de vie, depuis Thomas et Znaziewski, dont on a entendu parler ce matin, jusqu'au tournant narratif aussi, porté notamment par Norman Denzin. Mais chez Dominici, il y avait aussi cette visée éthique et politique qui insiste sur l'importance de reconnaître les savoirs construits hors des institutions, permettre aux personnes de relire leur parcours et faire de la mise en récit un acte de formation. Nous nous situons dans cette filiation, mais avec un petit pas de côté, dans nos recherches auprès de personnes qui font l'expérience des transitions, comme par exemple des retraités qui s'engagent comme bénévoles dans une association, des professionnels qui soutiennent la traduction culturelle entre équipes médicales et personnes allophones, ou des personnes après une période d'incarcération, donc des transitions. Une question est apparue: comment faire émerger cette expertise de l'expérience, qui rejoint, ce n'est pas une question très originale, c'est une question qui rejoint aussi d'autres préoccupations. Comment rendre donc explicite le savoir d'un acteur dont parle Dominici, qui nous intéresse justement. Quand les personnes racontent leur vie, leur parcours, elles identifient des moments clés, des bifurcations, des changements. Mais quand on leur demande comment elles ont fait concrètement ce qu'elles ont fait dans une situation précise, comment est-ce qu'elles ont appris ce qu'elles ont appris, souvent elles répondent « Oh, rien de spécial, c'est banal, c'est normal ». Or, c'est précisément dans ces banalités que résident les savoirs, ce que nous appelons des compétences agies. Ces micro-décisions, des ajustements fins, des perceptions tacites, des perceptions aussi de l'ordre du sensible, des dialogues intérieurs. Et ces dimensions-là restent invisibles si l'on reste uniquement au niveau du récit global. C'est là que nous introduisons l'approche microphénoménologique développée notamment par Pierre Vermersch. L'idée est de changer d'échelle, de passer du temps long d'une trajectoire au temps très court d'une action. Il ne s'agit pas de demander « qu'avez-vous appris ?», ni même « comment l'avez-vous appris ?», mais plutôt des questions du type « si vous êtes d'accord, je vous propose de prendre maintenant le temps qu'il vous faut pour laisser émerger une situation que vous avez vécue. Revenons à ce moment précis. Comment vous y êtes-vous pris ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous entendez ? À quoi faites-vous attention ? Dans ce moment précis, si vous y reconnectez, comment saviez-vous que c'était ce qu'il fallait faire, par exemple ? On ralentit, on densifie, on s'approche de la texture fine de l'expérience. C'est de cette articulation entre narration et description que se trouve, à nos yeux, l'apport de l'entretien narrativo-explicitatif. Il repose sur une tension, à nos yeux, féconde, entre deux mouvements ou deux enjeux. Un premier mouvement narratif, la personne raconte son parcours, les étapes importantes, les significations qu'elle attribue à ce qu'elle a vécu, elle formule ses émotions, ses jugements, ses représentations. Nous sommes ici pleinement dans la continuité de Pierre Dominici, la mise en récit comme acte de compréhension pour autrui et pour soi. Et puis ce mouvement explicitatif où à certains moments on change de focale, on entre dans ce mouvement explicitatif, c'est à ce moment que nous demandons de revenir à une situation très précise, située dans un lieu, dans un temps, et nous accompagnons la description détaillée de ce qui a été vécu en mobilisant les techniques développées par Pierre Vermersch. Ce passage d'une échelle à l'autre est central, il permet d'articuler plusieurs temporalités, les années d'un parcours et les quelques secondes d'un geste. Et ce que l'on observe est fascinant dans ces quelques secondes de l'expérience, dilatées sur les minutes de description et d'échange entre la chercheuse et la personne interviewée durant l'entretien, se condensent des expériences passées, des apprentissages accumulés, des anticipations vers l'avenir. Pour penser cela, nous travaillons avec la notion de compétences agies. Ces compétences ne sont pas des compétences déclarées, il s'agit de ce qui est effectivement mobilisé dans l'action. Ce qui ne peut pas être vu dans l'interaction, mais seulement décrit par la personne qui l'a vécu de manière accompagnée dans l'après-coup. La compétence agie est située, elle est coproduite dans l'environnement et avec les autres, et elle est toujours inscrite dans une histoire biographique singulière. L'entretien narrativo-explicitatif permet de rendre ces compétences visibles.
Mais ce dispositif méthodologique, ancré pour nous dans des théories en psychologie socioculturelle, dans des approches narratives et en microphénoménologie, est exigeant. Il ne s'agit pas simplement de poser des questions, il faut savoir écouter sans interpréter trop vite, savoir relancer sans induire, repérer les micro-signaux non-verbaux, soutenir l'évocation, accompagner le passage du narratif à l'explicitatif. En réalité, les chercheuses et chercheurs mobilisent, elles et eux aussi, des compétences agiles dans la conduite de l'entretien. Nous avons d'ailleurs, avec mes collègues, analysé ce que nous appelons l'intersubjectivité et ses conditions dans la conduite d'un entretien narrativo-explicitatif. Ça ouvre des questions d'ordre épistémologique. Nous ne considérons pas la personne comme une simple source de données confirmant des hypothèses préalables. Et il nous semble qu'il y a un certain nombre d'apports qui rejoignent les apports des approches biographiques. D'abord, un apport informationnel. Nous accédons à des dimensions de l'expérience habituellement invisibles. Un apport formatif. La description fine permet à la personne de mieux comprendre ses propres pratiques, son activité réelle dans le temps court et le temps long. Et un apport transformatif, l'entretien transforme la manière dont la personne comprend ses propres apprentissages. Et enfin, un apport éthique et politique, en rendant visibles ses compétences du quotidien, souvent jugées banales, nous contribuons à leur reconnaissance. Et c'est là, me semble-t-il, que la continuité avec Pierre Dominicé est la plus forte, faire de la recherche en formation un espace où l'expérience vécue devient source de savoir sur soi, sur les autres, sur le monde, de reconnaissance et potentiellement de transformation individuelle et collective. Merci. Merci Nathalie. Donc maintenant, on a le plaisir d'accueillir, et c'est beaucoup d'émotions encore, parce que moi je retrouve Aline, avec qui j'ai fait mon histoire de vie dans le séminaire qui était animé par Marie-Christine Josso. Donc je ne sais pas si vous voyez, dans des temps anciens. Et puis le grand plaisir d'avoir Mélissa Dominicé-Daho avec nous pour cette présentation. Vous allez venir là parce qu'elles ont quelque chose à vous montrer. Non, la première, celle d'avant. Voilà, super. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça a une saveur particulière pour moi d'être là aujourd'hui. Donc, nous allons passer dans le champ de la santé avec Aline Lasserre-Moutet. Et puis peut-être je vais faire un petit préambule. Pierre Dominicé, mon père, aimait, parmi toutes choses, faire se rencontrer des personnes et faire se rencontrer des disciplines. Et puis, mon implication dans ce projet vient de 2 rencontres qu'il a initiées pour moi. La première, c'est avec Aline Lasserre-Moutet, qui a étudié avec lui, qui est experte pédagogique et responsable du Centre d'éducation thérapeutique au HUG. Et quand je suis rentrée du Québec en 2006, il n'arrêtait pas de me parler d'Aline. Et puis, chaque fois, il me disait « Mais enfin, tu ne la connais pas, mais ce n'est pas possible. » Et il nous a convoqués un dimanche à midi pour déjeuner. Et de là est née d'abord une belle amitié et ensuite une kyrielle de magnifiques projets professionnels. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point il les a influencés. Et puis, la deuxième rencontre, c'est celle avec la médecine narrative. Quand, jeune médecin, début des années 2000, j'étais un peu sur ma faim dans les outils que j'avais pour comprendre mes patients. Et il m'a introduit à cette discipline qui se définit comme une médecine exercée avec la capacité de reconnaître, absorber, interpréter, être ému, on pourrait presque dire être transformé, par les récits des patients et patientes. Cette discipline qui s'adresse aux professionnels de la santé cherche à redonner place et co-construire les récits de maladies avec les patients, mais aussi à valoriser une plus grande justice sociale en santé. Ça, c'est pour le préambule. Ensuite, le contexte de notre projet, et nous avons dans ce projet Patrick, qui est ici, et Daniela, qui est quelque part là-haut dans la salle. Il faut se replonger en 2020, pandémie de Covid-19, qui nous a tous et toutes frappés.
Les HUG, tout le service de santé genevois, met en place des suivis téléphoniques à domicile des cas suspects ou confirmés de Covid-19 par téléphone. Et puis, par téléphone, les gens, en fait, ils étaient screenés pour savoir est-ce qu'ils devaient aller à l'hôpital, rester à la maison. Et en fait, les gens avaient besoin de raconter leur Covid. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment la place pour ça. Et puis, quelques mois après, on a vu apparaître des personnes qui continuaient d'avoir des symptômes, essoufflement, fatigue, malaise, des mois après leur infection. Et c'était une inconnue, on ne savait pas quoi faire de ces personnes, comment les soigner. Et les personnes elles-mêmes, non seulement étaient symptomatiques, mais souffraient d'un manque de reconnaissance de la part de leurs professionnels de santé, parce que c'était une entité inconnue, mais aussi manque de reconnaissance de la part de leurs proches et de leur employeur. Bien sûr, on est tous un peu fatigués, dors bien, et puis ça ira mieux demain. Et puis, ils ne pouvaient pas non plus se référer à un récit collectif de maladies comme on a si on est diagnostiqué, par exemple, avec un diabète ou un cancer du sein. Donc, on a été très touchés par ces patients et on a eu envie de travailler sur la problématique du récit avec eux. Et donc, on a formé une équipe multidisciplinaire et c'est là que je passe la parole à Aline. Merci. Voilà, ça s'est joué en fait dans une réunion, tout ce projet dès le départ. C'est vrai qu'on s'est dit, OK, ça y est, le moment est venu de monter des ateliers d'approche biographique pour les patients qui vivaient avec ce Covid long. Évidemment, moi, comme nombreuses d'entre vous, j'avais été profondément marquée par l'atelier approche histoire de vie pendant mes études avec Pierre. Évidemment, ça avait profondément marqué ma façon de penser la formation, et ça a été déjà dit ce matin, comme vraiment un rassemblement d'éléments épars, et j'avais pu vraiment percevoir toute cette dimension d'émancipation. Et lorsque les collègues médecins m'ont parlé de ces patients qui avaient tellement besoin de se raconter, on s'est dit, OK, le temps est venu de leur proposer ces ateliers, d'essayer de leur proposer ces ateliers d'approche biographique. C'est vrai qu'il faut dire aussi que grâce au Covid, et grâce au Covid long en particulier, on a obtenu des sous de la Fondation Lennart dans le cadre de leur initiative Santé Integra. Et c'est finalement grâce à des fonds privés qu'on a pu mettre autour de la table des médecins, des formateurs d'adultes, des patients, pour finalement monter un dispositif complètement innovant qui cherchait vraiment à se dire, au fond, ces patients, comme tu viens de le dire, Mélissa, ils ne savent pas ce qu'ils ont, les médecins ne savent pas ce qu'ils ont, ils sont globalement jugés, parce qu'on leur dit quand même globalement que c'est un problème psy qu'ils ont, hein. Faut quand même le dire, hein. Le Covid long, ça a été beaucoup pensé comme un problème psy. Et donc, on sentait vraiment ce besoin de reconnaissance. Et voilà, pourquoi cet atelier d'histoire de vie, cette envie vraiment de recueillir les récits de chacun et chacune pour vraiment élaborer ensemble du sens autour de l'expérience de cette maladie que personne ne connaissait. Rapidement, le dispositif qu'on a créé, vraiment inspiré par ce que Patrick faisait avec les formateurs d'adultes, c'était 3 ateliers d'une demi-journée, introduction à un récit oral, ensuite tout un travail de récit écrit et justement de travail sur l'interprétation, et puis la dernière étape qui était le récit du processus et une mise en forme créative. Il faut dire qu'on en a déjà parlé ce matin, ça nous tenait vraiment à cœur de proposer une activité de mise en œuvre quelque part de ce travail biographique, un peu comme le disait Laura ce matin, danser avec les fragments de son histoire pour en faire une œuvre. Et c'est ça qu'on va vous montrer juste maintenant, c'est l'œuvre qui a été créée par les patients du projet du Covid long et par des artistes qui ont travaillé avec nous. Donc, il s'agissait d'une sculpture qui illustre vraiment ce moment où les patients se remettaient debout, hein,
finalement, dans le contexte de ce projet. Il y avait comme je me redresse après avoir vraiment vécu un effondrement. Et puis, sur l'autre image, vous avez sur le site de Santé Intégrative tous les récits. Et puis, on vous propose juste un récit d'1 minute pour que vous puissiez goûter finalement à la mise en forme qui a permis ce projet. El mundo puede mostrarme su indiferencia, pero yo no le mostraré la mía, porque mismo si yo no soy alguien indispensable en la vida, soy útil y necesario. Le monde peut me témoigner l'indifférence, mais moi je ne serai pas indifférent au monde, parce que même si je ne suis pas indispensable, je reste utile et nécessaire. Je peux aider mes proches, mon entourage et la société avec ma sagesse et ma joie de vivre. Même si la souffrance de la maladie me tient toujours la main, je peux montrer qu'il est toujours possible de vivre. El mundo puede mostrarme su indiferencia, pero yo no le mostraré la mía, porque mismo si yo no soy alguien indispensable en la vida, soy útil y necesaria. Puedo ayudar a mi familia y aportar a la sociedad mi sabiduría y la felicidad de vivir, mismo si el sufrimiento de la enfermedad quiere seguir tomada de mi mano. Quiero mostrar que siempre es posible seguir viviendo feliz. On me dit qu'il faut qu'on se dépêche. C'était un projet de recherche, action, formation. Et donc, nous avons ensuite mené des entretiens avec les patients et sans surprise. Et en fait, je vais totalement paraphraser ce qui a été dit ce matin. Vous allez complètement vous y retrouver. L'analyse révèle que les patients disent « Mais finalement, ce qui nous a aidés, c'est de redonner une cohérence à mon récit de vie. » Ils ont aussi souligné l'importance du collectif et de partager son récit avec les autres. Ils ont souligné que d'acquérir des nouveaux apprentissages leur a aussi donné plus confiance pour aller de l'avant et finalement qu'ils redeviennent auteurs de leur propre vie. Et on entend là beaucoup de choses qui ont été présentées ce matin. Et au cœur de tout ça, et on va finir peut-être sur ce point, Aline va finir sur ce point, tout au long de ce projet, on s'est beaucoup discuté. Non pas engueulé, mais discuté. Ça a été souvent assez difficile et le lieu de tension pour nous, c'était est-ce que ces ateliers sont des espaces de soins ou sont-ils des espaces de formation? Et je te laisse terminer. Oui, voilà, c'est un énorme sujet. Évidemment, pour les médecins, c'est un espace de soins. Pour les patients, c'était souvent un espace de soins. Pour certains patients, ça a pu devenir un espace de formation. Et ça reste pour moi une vraie question aujourd'hui. C'est quoi les conditions pour que cet atelier proposé à l'hôpital, avec des patients et des formateurs d'adultes, puisse être véritablement vécu par les patients apprenants comme des espaces de formation. On est au tout début de notre réflexion. Tout ce qui a pu être dit ce matin sur ces enjeux d'interprétation est, à mon avis, au cœur des enjeux. Les patients, dans ce contexte-là, avaient tellement besoin de se raconter que l'enjeu d'interprétation reste vraiment un défi. C'est une compétence d'interprétation. Et donc, ça nécessite pour les professionnels de santé et les formateurs vraiment le développement de compétences de questionnement, d'écoute, de reflet, comme vous l'avez tout à fait dit, qui doivent encore être développées. Mais on démarre et c'est vrai que c'est l'héritage de Pierre. Ouais. Oui, bravo les héritières. et bien dans le prolongement. Et puis maintenant, on a le plaisir d'accueillir Stéphane Jacquemet, que j'ai connu aussi avec Pierre en formation des adultes. Et toi, tu viens nous parler de... On va plutôt se centrer sur la formation des formateurs et notamment une réflexion autour de l'actorisation et du marché, puisqu'on est sous les tensions dont parlait Aline. Peut-être juste commencer par 3 souvenirs, 3 flashs. Étudiant initial, alors je ne sais pas si ça parle à des gens dans la salle de dire étudiant initial. À l'époque, à la FAPC, il y avait de la formation d'adultes, essentiellement pour des adultes, 30 ans, 40 ans, professionnels.
on est un petit groupe de personnes à s'être retrouvés post-matu à faire nos études en formation d'adultes. Vous imaginez le choc, jeune, bébé. Et donc, c'est vrai que cette situation globalement, plus le séminaire Histoire de vie, c'est quand même assez impactant et je me souviens d'avoir pu, grâce à tout ça, notamment faire une bifurcation et décider d'objecter l'armée en Suisse, et avec Pierre qui m'a aidé dans mon plaidoyer pour le tribunal militaire. Et c'est vrai que c'est un souvenir assez incroyable qui fait que ma vie a changé. Parce que je n'aurais pas eu cette trajectoire-là, je ne serais pas devant vous, je serais vivant sûrement, mais dans des sphères peut-être plus sportives ou peut-être plus de gestion. Deuxième souvenir, compagnon de voyage. Alors ça fait un peu prétentieux, mais c'est vrai qu'on est parti avec Pierre pour la coopération suisse, en Chine et au Vietnam. Et donc j'ai eu la chance de participer avec Pierre à beaucoup de voyages pour défendre l'administration publique suisse. Je vois Jean-Daniel, je ne sais pas s'il se souvient. Rien. Défendre l'administration, la politique publique suisse, l'administration publique suisse, la gestion des ressources humaines, la formation des adultes en Chine. Je vous laisse imaginer Pierre devant un panel de fonctionnaires chinois pour leur expliquer comment ça se passe en Suisse, où on était un pays de 6 millions d'habitants, à peine, alors que ça représente la banlieue de Pékin, un quartier de la banlieue de Pékin. Troisième souvenir, collaborateur de Pierre quand il était délégué au rectorat de l'Université de Genève. Je pense notamment aussi à Geneviève Auroy, Yagi, qui était responsable du service, maintenant c'est Sophie Hubert. Et donc, accompagner Pierre dans les séances, au rectorat, dans les collèges d'épreuves, dans les facultés, pour défendre la formation des adultes en sciences de gestion, en lettres, en médecine, etc. Et de l'avoir entendu, et je pense que ça c'est un des héritages importants, j'y reviendrai en conclusion, de l'avoir entendu argumenter, construire un discours à des gens qui ne sont pas ses amis, formellement, sous tous les sens du terme. Et j'ai aujourd'hui, dans le programme que l'on anime, et il y a plein de collègues qui sont ici, mais qui sont aussi absents dans le CASNAS, notamment, je pense, et au Master, on a un héritage qui, malgré les formes qui ont changé, certains diraient, mais où sont passées les histoires de vie, le fameux premier module du CASDAS, il y a des gens qui l'ont fait dans cette salle, qui n'existe plus en tant que tel, mais Nathalie défend les questions de vulnérabilité, de trajectoire, Michel travaille sur l'accompagnement des personnes, donc les gens lisent du Dominicé, du Pinault, ils lisent dans les textes. 35 ans plus tard, il n'y a pas longtemps, à la remise des diplômes, donc du dernier CASDAS, moderne, si je peux me permettre, des gens viennent me dire « ça m'a changé, je suis une autre personne après cette formation ». Et ça, pour moi, c'est l'équivalent d'il y a 35 ans, quand les gens vraiment traversaient cette formation, encore aujourd'hui, sous des formes différentes, que l'on peut discuter, que l'on peut critiquer, le cas échéant. Il reste cet héritage de la transformation par la formation. Et pour moi, quelque chose de très important, c'est à la fois le droit légitime de se former. Je pense que Pierre nous a tous beaucoup donné et donne beaucoup aux formateurs cette question du droit légitime. Alors, ce n'est pas lui qui a inventé le droit à la formation, mais quand même le droit légitime de se former, notamment d'aller se former dans des zones qui ne sont pas des zones faciles pour les personnes. Je pense notamment à des personnes qui sont venues à l'université tardivement, par le biais d'une entrée sans matu, je regardais Edmé, par le biais aussi d'une passerelle qu'on a toujours encore, 35 ans plus tard, qui fait qu'on a notamment des gens qui ont un CFC de boulanger ou de mécanicien et qui ont aujourd'hui un master, peut-être bientôt une thèse de doctorat. Donc ces questions-là du droit légitime, du droit de se former dans des zones qui ne sont pas des zones prévues pour ça, c'est quelque chose de très important et de très fort dans l'héritage que l'on a encore avec mes collègues, me semble-t-il, ici à l'université en formation d'adultes. Et puis l'autre, c'est ce que disait Patrick, la sensibilité. Je veux dire, des formateurs sensibles. Et je pense que bien sûr, chaque personne va vivre son cursus de formation à sa manière, mais on a l'impression encore aujourd'hui, à travers différentes modalités, comme je le disais, qu'il y a une très forte sensibilité des personnes qui sortent de ces cursus à la question de la vulnérabilité, à la question des transitions, à la question du coût de la formation, du coût émotionnel, du coût social de la formation continue. Et à ce titre-là, je souhaiterais juste citer quelques éléments qui, encore aujourd'hui, agissent dans notre société au nom de Pierre et de ses collègues, parce que je pense que c'est aussi une dynamique collégiale. Genève est le premier et le seul canton à avoir une loi sur la formation continue d'adultes. Et je pense qu'il faut quand même se rappeler que quelqu'un comme Grégoire Eveco, qui n'est pas dans la salle aujourd'hui, qui dirigeait l'OFPC à l'époque, est un des élèves spirituels de cette campagne, de cette génération-là, et a porté à bout de bras, et Dieu sait s'il a été violemment challengé, pour parler poliment,
sur cette question du projet de loi. Autre élément très important qui a vraiment, j'allais dire, matérialisé la question du droit légitime, c'est l'idée de la validation des acquis. Alors, Pierre de Ménissé n'a pas inventé la validation des acquis, mais le développement du niveau de qualification de toutes les personnes faiblement, voire très faiblement, voire pas qualifiées en Suisse romande, c'est un héritage, me semble-t-il, extrêmement important. Alors, pourquoi je donne ces exemples? Parce que c'est des exemples qui sont acquis, mais qui sont extrêmement fragiles. Moi, j'ai eu la chance de précéder et de travailler aussi avec Aline, avec un autre pionnier de la médecine, qui est le professeur Assal, en diabétologie. J'ai rencontré Pierre, Johnny Strumza et d'autres professeurs pionniers de cette génération. On sent bien qu'aujourd'hui, ces choses existent, mais elles sont très, très fragiles. Et la question qui se pose, par exemple, c'est de se rappeler, quand j'étais en séance avec Pierre, combien il souhaitait développer une offre andragogique à l'université, toutes facultés confondues, mais qu'en face, on entendait une offre commerciale. Et que l'argumentaire, aujourd'hui, me semble, et je terminerai avec ça, de dire, c'est pas tellement de savoir si on est dans les mêmes formes qu'à l'époque, parce que les formes vont changer, on a parlé de l'intelligence artificielle, de la numérisation, de la distancielle, de l'hybridation, tout ce que vous voulez, d'une société qui s'individualise. Donc la question, effectivement, c'est de se dire, Pierre, la chance aujourd'hui, c'est que tu nous as aidés à identifier l'individu en formation, et pas que le collectif, et pas que les modalités, les processus. Mais aujourd'hui, on est aussi dans un challenge qui est de re-questionner, de donner de nouveau encore du sens et de la vie à des formes individuelles, des formes qui peuvent paraître bizarres. Je prends juste un exemple. L'Université de Genève, aujourd'hui, est extrêmement impliquée dans les micro-certifications. Alors, je m'excuse d'être un peu techno dans cette journée qui est quand même en hommage, mais Pierre, sur cette question-là, me dirait certainement « Ne te bats pas contre les micro-certifications, trouve le sens à donner dans une formation d'adulte qui durera peut-être un quart d'heure. » Et c'est ça, à mon avis, l'enjeu important, c'est l'esprit de Pierre, c'est de ne pas forcément résister à des formes évolutives. Et j'écrivais tout à l'heure en vous écoutant, beaucoup de choses ont changé, mais finalement rien n'a changé vraiment, et on est toujours sur cette ligne de crête. Et on doit effectivement, en tout cas c'est l'héritage que je porte avec mes collègues, me semble-t-il, quand on parle des cursus de formation de formateurs, y compris avec Patrick au brevet fédéral et d'autres, c'est finalement la forme, elle n'est pas si importante, mais c'est dans le peu d'espace que l'on peut grappiller en formation d'adultes, y compris à l'université ou dans les hautes écoles, comment trouver, retrouver, conserver le sens du développement de l'adulte en formation. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Ouais, c'est assez impressionnant quand même. Je trouve que la façon dont vous articulez tout ça, de ne pas résister, mais c'est vrai, en même temps, on y va. Et maintenant, donc, pour conclure, on laisse la parole, on donne la parole à Michel. Donc, vous avez bien déjà entendu, Michel s'est déjà présenté ce matin, et là, il va nous ouvrir encore d'autres espaces sur la suite. Je vais vous assommer pour les 10 dernières minutes. Je me suis trahi. Bien. Non, j'étais ému ce matin, mais je suis ému aujourd'hui parce que de vous voir aussi nombreux jusqu'à ce moment de la journée, je ne prends pas ça pour acquis, et de sentir la tension dans la salle, je ne prends pas ça pour acquis. Alors, je vais lire, parce que c'est la seule manière pour moi de respecter le temps, au risque de la monotonie. Alors, mon intitulé, c'est un peu pompeux, mais ça exprime ce que j'essaye de travailler. Je l'ai intitulé « Histoire de vie et approche rythmologique, temporalité de la formation, rythme de l'émancipation et clinique rythme analytique ». Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que je pense derrière tout ça. Donc, dans le cadre de cette table ronde, je souhaite revenir sur 3 thèses qui sont au cœur de mon engagement dans la poursuite des recherches sur les histoires de vie en formation dans une perspective critique. La première thèse, s'intéresser aux temporalités des dispositifs de biographisation, typiquement les séminaires histoire de vie, permet de renouveler le projet des pédagogies critiques et transformatives. Alors, en 2000 et 2003, j'ai eu le privilège de co-animer avec Pierre des séminaires Histoire de vie à l'Université de Genève. À l'époque, c'était avant la réforme dite de Bologne, nous disposions de 8 mois pour travailler avec les étudiants sur leurs récits oraux et écrits. Le temps de définir un cadre, de problématiser les enjeux,
de développer une dynamique de groupe favorable au partage de récits et évidemment le temps pour chacun d'élaborer et de rédiger sa biographie éducative. Lorsque je suis arrivé à New York en 2003 pour travailler avec Victoria Marsic, on m'a proposé d'animer le même type de séminaire en les adaptant à un calendrier académique bien plus concentré. Je ne disposais alors plus que de 2 à 3 semaines, dans le meilleur des cas, pour travailler à partir de l'expérience biographique des participants. Cette expérience m'a amené à vivre ce que j'appelle désormais une dissonance rythmique. L'expérience d'un décalage profond entre ce que j'estimais, sur la base de mon expérience, être le temps nécessaire pour se former et les rythmes imposés par l'institution. Un sentiment aujourd'hui partagé par beaucoup de formateurs, j'en suis sûr. Je m'y suis progressivement adapté tout en continuant à questionner la place du temps dans nos apprentissages et en formation. Jusqu'à quel point peut-on compresser ou accélérer certains apprentissages ? Si les modalités de formation constituent en soi un modèle qu'apprennent des formateurs lorsqu'on leur communique qu'on peut travailler sur leurs histoires de vie en quelques heures de formation, quelles sont les prises de conscience qui peuvent être ou non suscitées dans un environnement où le temps de faire connaissance, de dialoguer et de confronter nos interprétations est sans cesse placé sous pression ? Travailler à partir des expériences biographiques partagées par des adultes en formation exige du temps, quand bien même ce type de démarche se déroule généralement dans un contexte de contraintes temporelles qui rendent difficile le travail réflexif et l'inscription dans la durée de moments de dialogue. Prendre le temps de ralentir représente désormais quasiment un acte de résistance, un geste politique. Dans une perspective inspirée par les pédagogies critiques et transformatives, ou plus proche de nous par l'analyse institutionnelle, il me semble qu'interroger ces conflits de temporalité constitue un analyseur, c'est-à-dire un point d'entrée stratégique pour faciliter un travail de prise de conscience des enjeux qui traversent la formation. Interroger les contraintes temporelles qui s'exercent sur le dispositif de formation constitue en effet un levier puissant pour renouveler notre compréhension des rapports de force et des conflits d'intérêts qui façonnent les processus de développement des adultes. Il me semble donc qu'aujourd'hui, travailler à partir des histoires de vie nécessite que l'on problématise de manière systématique les conditions temporelles qui permettent ou non à un processus réflexif et interprétatif de se déployer. Sans cela, le travail biographique peut se révéler contre-productif. Deuxième thèse. S'intéresser au rythme du développement adulte permet de renouveler notre compréhension des processus d'émancipation. Pour Pierre, et pour celles et ceux qui s'inscrivent dans le courant des histoires de vie en formation, un des intérêts majeurs de la démarche réside dans le fait que l'élaboration d'un récit autobiographique permet à son auteur de reconstruire et de s'approprier la temporalité de son existence. Faire le récit de sa vie, c'est faire le récit des expériences, des événements, des relations, dont l'agencement et l'histoire sont constitutifs de notre identité. La démarche est potentiellement émancipatrice dans la mesure où cette temporalité est propre à l'auteur et que le travail de biographisation permet d'en prendre conscience et d'en affirmer la valeur au sein d'un collectif. En même temps, les récits de vie sont aussi et souvent des récits d'émancipation. Ils donnent à comprendre la manière dont des processus d'autonomisation se développent au fil du temps, ainsi que les expériences qui permettent à des sujets ou à des collectifs de s'affranchir de certaines contraintes sociales ou culturelles à différentes étapes de leur vie. Il convient toutefois de noter que l'émancipation n'est pas un état stable, qu'il conviendrait d'atteindre une fois pour toutes. C'est un processus en perpétuelle évolution. Si l'enjeu du travail biographique est d'interpréter comment évoluent les processus qui nous forment et nous transforment d'un point de vue temporel, le recours au récit de vie introduit toutefois un biais significatif dans la compréhension de ces processus. Le travail narratif à travers lequel on formule un récit autobiographique conduit en effet à mettre l'accent sur certains événements qui jalonnent l'expérience, des épiphanies, des crises, des épreuves, des bifurcations que l'on tend rétrospectivement à assimiler à des événements ponctuels. Or, ces expériences renvoient également à des processus qui s'étalent dans la durée, ce que François Julien nomme des transformations silencieuses. Une naissance, un divorce,
l'obtention d'un diplôme, un séjour à l'étranger, une réorientation professionnelle sont autant d'expériences qui renvoient à des dynamiques inscrites dans des durées différenciées. De même, le développement de l'expertise, la professionnalisation ou l'appropriation des effets d'une maladie chronique renvoient à des états qui sont dynamiques et qui fluctuent au fil du temps. Il me semble aujourd'hui que la recherche sur les histoires de vie en formation devrait davantage s'intéresser aux moyens de décrire et de comprendre ces fluctuations, y compris à l'échelle du quotidien. Chaque vie est unique, non seulement en raison des événements auxquels chacun est confronté, mais aussi parce que l'alternance des états, plus ou moins stables, que l'on traverse, varie en fonction de rythmes qui nous sont propres. Vivre seul ou en couple, être souffrant ou en bonne santé, actif professionnellement ou au chômage, expert ou novice, immobilisé ou en déplacement, toutes ces expériences renvoient à des états qui alternent dans nos vies. Ce que Gaston Bachelard appelait des motifs de dualité. S'intéresser, comme il le suggère, au rythme qui relie ces pôles de l'existence ouvre, selon moi, de nouvelles possibilités pour développer une approche non normative du développement adulte, c'est-à-dire une approche qui permette de concevoir la singularité de chaque parcours de vie, non seulement comme une succession d'événements, mais aussi comme un enchevêtrement de patterns dont les répétitions et les variations organisent la complexité temporelle de notre existence. Troisième et dernière thèse. S'intéresser au rythme du développement implique un renouvellement conceptuel et méthodologique. Autant sur le plan théorique que méthodologique, s'intéresser à les dimensions rythmiques des parcours de vie ne va pas de soi. L'intérêt porté aux temporalités et au rythme de la vie adulte suppose ainsi de renouveler les concepts et les méthodes qui fondent le travail d'exploration biographique. Pour ma part, j'ai introduit la notion d'intelligence rythmique pour rendre compte des apprentissages requis, individuellement et collectivement, pour décrire, interpréter, évaluer, argumenter, juger et remettre en question les manières dont des processus de changement et de transformation se déploient de manière rythmée tout au long de la vie. Avant cela, Gaston Pinault, dont les travaux m'ont évidemment beaucoup inspiré, avait déjà ouvert la voie en introduisant la notion de rythmoformation. Ce faisant, il a défriché un chantier qui comporte un potentiel de développement très important. Que ce soit en formation des adultes, dans le champ de la santé ou du travail social, s'intéresser aux manières dont on conçoit les rythmes vécus au quotidien et sur le long cours constitue une démarche critique. Que ce soit l'alternance des processus de formation, le caractère chronique de certains états ou de certaines situations, il apparaît désormais central de mieux comprendre les dimensions rythmiques à partir desquelles s'organise la vie et surtout les manières dont chacun peut apprendre à se les réapproprier. Parce que souvent, et ça c'est un des points de départ de cette réflexion, quand on observe les enjeux de transformation dans les parcours de vie, c'est souvent associé à des événements sur lesquels on a assez peu de prise. Un accident, une rencontre. Et donc l'idée de travailler dans une perspective rythmique sur ce qui se répète aussi tout au long de la vie, c'est aussi l'idée de pouvoir se réapproprier ce par quoi on change et on se transforme tout au long de notre parcours. En 1990, Pierre écrivait, je le cite, « La formation est un mouvement qu'il faut savoir capter en vol. » Fin de citation. Pour ce faire, il avait investi le récit de vie comme un outil, comme une démarche de captation. Je crois qu'aujourd'hui, on ne devrait pas hésiter à renouveler cette approche en s'intéressant aux moyens de saisir plus spécifiquement les rythmes qui caractérisent les processus et le mouvement à travers lequel on se forme. Inspiré par les écrits d'auteurs tels que Gaston Bachelard ou Henri Lefebvre autour de la notion de rythme-analyse, je crois qu'il faut aujourd'hui renouveler les méthodes du travail biographique en favorisant le développement d'une clinique rythme-analytique, comprise comme une démarche de recherche et de formation centrée sur l'expérience vécue au quotidien et à l'échelle biographique, dont la visée est de développer notre capacité d'analyse critique des patterns, des répétitions, mais aussi des événements et des variations à travers lesquels des processus de transformation se déploient au fil du temps. En conclusion, s'intéresser de manière critique aux temporalités des dispositifs de formation, au rythme du développement adulte et des processus d'émancipation,
et formuler les bases théoriques et méthodologiques d'une clinique rythme-analytique représente pour moi 3 axes qui devraient permettre non seulement de renouveler notre compréhension des processus biographiques, mais aussi de faire face aux enjeux contemporains de la formation des adultes, en permettant aux adultes de se réapproprier les rythmes de leur existence. Merci Michel, merci à vous 6 pour les 5 interventions. Et maintenant, comme vous avez compris, on a un tout petit moment, mais quand même, pour avoir vos échos dans la salle. Et seulement ceux de la salle, eux, doivent se causer. Voilà. Ça peut être vraiment des questions, mais aussi peut-être aussi vous, ce que vous avez à partager de vos rencontres, de vos échanges. Merci. J'ai beaucoup apprécié la discussion entre guérison et formation. Et je me suis dit qu'au fond, peut-être que si Pierre était là, il dirait que le récit, il sauve. Je partageais avec Pierre l'idée que les paraboles, finalement, permettent aux existants de passer d'un état à un autre, un changement. Et donc, le lien entre les deux va de soi. Je vous raconte juste un petit récit que j'ai partagé avec Pierre. On demanda à Itzhak, c'est un récit hassidique que Martin Buber raconte, on demandait à Itzhak, qui était paralysé, de raconter comment le Baal Shem Tov, donc le fondateur du mouvement hassidique, faisait dans la communauté. Et Itzhak racontait que le Baal Shem Tov, il dansait et il chantait. Il dansait et il chantait. Et Itzhak s'est levé. Et dès 7 heures, il fut plus paralysé. C'est ainsi qu'il faut raconter des histoires. Merci. Enchaînement. Merci. Quelque chose qui fait résonance. C'était pour continuer sur cette question de formation et soins, parce que pourquoi est-ce que vous avez senti la nécessité de le catégoriser comme ça, dans le sens que les récits de vie, on sait que c'est formateur, mais c'est aussi thérapeutique, et puis quels étaient les enjeux là? Est-ce que c'est les enjeux financiers d'institution? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il fallait les classer quelque part? Ça m'intrigue de savoir justement pourquoi vous avez dû avoir cette discussion. Pourquoi on a thématisé, est-ce que c'est du soin ou de la formation? Parce qu'à un moment donné des ateliers, il y a une présentation plus théorique sur l'approche biographique et les récits de vie et la formation. Et les patients étaient un peu décontenancés. Donc, parce qu'ils disaient, mais moi je suis malade, je viens pour aller mieux, je ne viens pas pour me former. Et puis, dans la deuxième partie du projet, parce qu'on a eu un financement beaucoup plus grand pour étendre le projet à d'autres maladies chroniques, le projet est de former les formateurs, qui sont en réalité des soignants, à pouvoir faire eux-mêmes l'intervention. Et là aussi, il y a eu un moment de tension dans leur posture, parce qu'ils disaient, mais nous, on est des soignants, on est médecins, on est infirmiers, infirmières, et on n'est pas des formateurs. Et on a dû beaucoup travailler ça. Il y aurait beaucoup à dire, mais c'est la réponse courte. Merci. Oui, mais merci pour ce que vous apportez autour du récit avec son côté d'émancipation. Moi-même, j'ai travaillé dans la recherche en sociologie sur les champs du handicap, des personnes âgées aussi.
Après, dans l'action sociale, comme directeur de Caritas, j'ai beaucoup accompagné de personnes. Et la question du récit a toujours été pour moi l'entrée dans la relation avec les personnes qu'on accompagne dans l'action sociale. Maintenant, avec une association, je travaille avec les enfants migrants précaires qui sont à la rue et leurs parents qui cherchent à s'insérer ici. Là aussi, on utilise le récit et le travail narratico-explicitatif pour justement repérer ce que les gens ont dans le ventre comme savoir-faire, parce que dans leur CV, il n'y a rien du tout. Et s'ils ont quelque chose dans leur CV, il n'y a rien qui est reconnu ici. La reconnaissance des diplômes étrangers est extrêmement difficile. Donc c'est juste un appel, s'il y a des jeunes doctorants ou étudiants qui voudraient apporter aussi des moyens pour mieux faire ce genre de choses et accompagner les parcours d'intégration des migrants précaires. Les premiers stades où on utilise ça, c'est pour passer d'un travail extrêmement exploité dans l'économie grise ou noire ici à Genève à un travail avec davantage de droits pour que les gens puissent se faire exploiter avec leur savoir-faire, mais dans des conditions légales. Mais il y a beaucoup plus, puisque le récit, ça s'ouvre aussi sur un avenir complexe. Donc je trouve qu'il y a des enjeux pour la recherche pédagogique aussi dans ce domaine-là. Pas juste pour la recherche, là c'est un appel pour celles qui sont dans le CAS Récit de vie accompagnement biographique. Vous avez un terrain, si vous avez envie d'y aller. Oui, j'interviens non pas du tout comme un spécialiste, mais en duo avec Philippe. Je dois dire que je vous remercie infiniment pour cette journée. Nous ne connaissions pas Pierre Dominicé, mais c'est Catherine Schmutt qui nous a introduit aux récits de vie et aux histoires de vie, dans un colloque que notamment Philippe a organisé à Cerisy en juin 2025. Je peux dire, Philippe, qu'à chaque intervention, on l'a très fortement vibré. Chaque intervention nous a marqué. Et pour finir, la question du temps est une question très, très essentielle pour Philippe. Il dit lui-même qu'il a appris les mots grâce au son. Il a d'abord entendu les mots ont dit d'abord un son avant d'avoir un sens. C'est très important parce qu'il n'a jamais parlé et qu'il n'a pas la possibilité de diriger ses membres. Donc voilà, donc c'est extrêmement important et pour nous c'est sans doute un marqueur cette journée pour l'investissement que Philippe vit. Philippe va maintenant se lancer dans une thèse et ces éléments seront certainement essentiels pour lui. Merci encore une fois. Oui, d'autres échos? Oui, ici, j'ai le micro. Et puis après. J'aimerais juste vous raconter une petite histoire qui s'est passée en France. C'était une inspection du travail qui a travaillé avec un atelier d'écriture pour des personnes qui ont subi du mobbing au travail ou des burn-out, qui ont fini en burn-out. C'était 9 personnes en atelier d'écriture et cet atelier d'écriture a débouché sur un bouquin qui raconte ces 9 parcours et ça les a réparés, d'une part. Et puis ensuite, quand elles ont fini le bouquin, elles se sont dit on va monter une association. Et elles se sont appelées les PEST. Et les PEST, c'est les patients experts. Moi, j'aimerais faire une petite intervention sur le rythme. J'ai apprécié ce que Michel Aladef nous a proposé, et surtout le lien entre rythme, prise de conscience de la rythmicité et aspect critique. Et c'est ce que j'ai vécu avec Pierre, que j'ai connu les 3 dernières années de sa vie, dans un petit cercle de méditation et de prière qui se réunissait à comment il s'appelle, le temple de Saint-Gervais. Et j'ai vécu
Pierre comme étant, à ce moment-là de sa vie, le représentant de la stabilité, d'une certaine lourdeur, d'une certaine importance de la vieillesse, et moi qui dansais autour, qui proposais de la danse en rond, qui remettait en question certaines de ces phrases que je vivais comme des dogmes. Mais on s'est très bien entendu. Voilà, merci. Merci. Peut-être encore une intervention de la part de la salle. Quelqu'un dans la salle? Oui. Katharina. Cathy. Oui, moi j'avais un peu envie de parler de quelque chose qui est important. Évidemment, je parle au nom de sa fille. On est 3 enfants ici. Il y a Mélissa, il y a Roland et puis il y a moi. Du savoir-être de mon père. Pierre Dominicé, c'était tout ce qu'on a raconté, mais c'est aussi le savoir-être. C'est une forte présence, c'est une parole qu'on connaît. On a fait référence à son accent genevois. Mais il y avait une mélodie dans sa voix, c'était très agréable de l'écouter. Il avait une voix, il avait une attention aussi. C'est quelqu'un qui parlait énormément. Et puis on savait qu'à un moment, il allait se retourner vers nous et nous demander notre opinion. Et alors on avait intérêt d'être au niveau de ce qu'il nous disait. Et c'est quelque chose qui a été... Je pense qu'on est beaucoup à le partager. C'était très agréable tout au long de ma petite vie avec lui, les 40 premières années. Et ce qui a été très fort pour nous, la famille, c'est que tout à coup, il y a quand même eu un peu de maladie à la fin de sa vie, et il y a eu le silence. Petit à petit, c'est retiré. En fait, il parlait de moins en moins, et c'était étrange. Voilà, aux fêtes de Noël. Et en fait, je le remercie pour ça, parce qu'en fait, si ça avait été un silence abrupt, ça aurait été très difficile. Et petit à petit, il nous a laissé notre place, en fait. Et j'ai l'impression que c'était sa manière. Alors, c'était difficile pour lui de quitter la vie. Hein. C'est quelqu'un qui aimait énormément la vie, être ensemble, comme on a dit, bouffer ensemble, rigoler. Mais petit à petit, il s'est retiré. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est de ce silence, parce qu'il n'est pas là, mais en même temps, il est là aujourd'hui et j'ai l'impression qu'il nous parle, et de sortir de cette journée en ayant des petits grains, en fait, de ce qu'il nous a apporté dans le passé et aujourd'hui aussi. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Merci. Merci beaucoup. Donc là, j'appelle l'équipe responsable de ce colloque, de cette journée d'études, à venir ici devant. Et merci beaucoup pour la table ronde. Voilà. Merci beaucoup de votre disponibilité, de votre présence. Et puis l'idée, c'était juste de se dire au revoir d'une manière ou d'une autre, chacun selon son style et autre. Donc je passe la parole à quelqu'un qui me demande le micro sur ma gauche. Alors, je vais prendre la parole en tant que doyenne du groupe de préparation. Doyenne, donc dans le sens, c'est pas celle qui a le plus d'autorité, mais c'est la plus vieille, vous avez compris. Alors j'aimerais rebondir à ce que Cathy a dit tout à l'heure au sujet du silence. À ce que Katharine a dit tout à l'heure au sujet du silence, parce que nous avons eu dans le groupe Spiritualité ce matin un témoignage de Marie-France qui a beaucoup parlé de ce silence. Et puis, ce silence, en y réfléchissant, je crois qu'il fait vraiment partie de notre processus d'apprentissage. Alors aujourd'hui, nous avons été pris dans un flot de paroles et c'était nécessaire, mais je nous souhaite à tous de pouvoir digérer ça, pas pendant l'apéritif, hein, mais après l'apéritif dans le silence. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est que Pierre, quand il organisait un colloque, quand il donnait une conférence, il aimait entrer en matière
en évoquant une récente discussion qu'il avait eue avec un de ses enfants ou avec un de ses petits-enfants. Ça surprenait souvent l'auditoire, mais c'était souvent ça. Alors, je lui fais ici un petit clin d'œil en citant ce que Cathy m'écrivait il y a quelques jours, percevant une certaine fébrilité en moi. Elle me dit « Vendredi, on vient tous pour mon père ou pour ce qu'il a à transmettre. Donc, il y aura un esprit de bienveillance qui nous portera très certainement. » Je peux répondre à Cathy. Oui, l'esprit de bienveillance qui nous portera était là, aujourd'hui. Moi, je l'ai senti, je trouve qu'il était bien là. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir contribué largement, très généreusement, à entretenir cet esprit et qu'il nous porte encore tout au long de la vie. Deux mots. Le chiffre 9 est un très beau chiffre et je fais partie, j'en suis enchanté, d'une équipe absolument formidable. Aujourd'hui est un fauve, demain verra son bon. L'histoire n'est pas finie. Merci. Moi, je voudrais dire mon immense reconnaissance et mon immense gratitude à l'égard de Pierre, qui m'a accueillie de manière tellement chaleureuse lorsque je suis arrivée de ma Bretagne natale, et aussi un coup de fil que je lui ai passé, que je vous ai vu passer, pour le solliciter comme directeur de thèse. Il m'a dit « Vous passez par Carouge, c'est extrêmement subtil. Si vous y arrivez, alors je vous accueille vraiment très généreusement dans mon bureau. » Premier défi. Il est arrivé en retard, donc je me suis dit très prosaïquement, il m'a posé un lapin. J'étais vraiment déçue. Et quand il est arrivé, avec ses minutes de retard, peut-être un quart d'heure simplement, il m'a dit « Je reviens de voir ma mère. » Et j'ai perdu ma mère il y a 3 mois. Et je repense avec beaucoup d'émotion au partage qu'il a eu à ce moment-là, des mots tellement justes, tellement forts, qui m'ont accompagnée lors des funérailles de ma maman. Voilà. Voilà, juste encore un mot peut-être aussi pour remercier les intervenants dont certains sont venus de loin et les participants aussi dont certains sont venus de loin. Donc merci vraiment beaucoup à celles et ceux qui sont venus d'Italie, de France, du Royaume-Uni ou d'autres parts de la Suisse. Donc merci, du Québec, bah oui évidemment du Québec. Voilà, c'était aussi unique de vous avoir, de pouvoir se synchroniser et d'être aujourd'hui tous ensemble dans cette salle. Donc merci encore à vous aussi. Très difficile de prendre la parole juste là maintenant avec toutes ces émotions. J'avais envie peut-être juste de rajouter au mot silence et au mot lenteur aussi que nous avons entendu pendant la journée, le mot dialogue, parce que j'ai l'impression que nous avons dialogué non seulement avec Pierre, non seulement ensemble, mais ce dialogue aussi dont Pierre nous a parlé, dont Paulo Freire nous parle aussi, c'est un dialogue fort, un dialogue politique aussi, et j'ai l'impression que ça nous porte aussi aujourd'hui pour la suite. J'aimerais encore juste rajouter un tout petit mot très institutionnel. Cette journée a été captée, enregistrée, donc nous aurons la possibilité de revenir aux images et au son. Nous aurons aussi la possibilité, c'est un
vœu pour l'instant, mais c'est un vœu fort, que tout ce qui a été prononcé ici, échangé, eh bien, se transforme en écrit, que nous pourrons aussi retravailler, partager et dialoguer pour la suite. Merci encore. Merci beaucoup à chacune d'entre vous de votre présence aujourd'hui. Et parmi les héritages de Pierre, eh bien, il y a cette communauté. J'ai aussi envie de dire mon immense gratitude et puis de se dire qu'on avait l'impression qu'on était des fois un peu seuls dans les héritages de Pierre et de voir que vous êtes si nombreuses et si nombreux aujourd'hui à continuer à le lire, à le découvrir. C'est une immense joie de savoir que sa pensée continue à rayonner. Donc j'ai juste envie de vous prendre en photo si vous êtes d'accord. Merci. Ben voilà, merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots pour moi. Par rapport à l'équipe aussi, parce que ça a été des préparations et un grand investissement. Donc bravo à l'équipe, bravo à vous, parce que vraiment c'était une journée pour moi d'une densité incroyable. Merci aussi Marie-France d'être là, parce qu'on a aussi pu travailler ensemble et avoir toutes ces réflexions autour des histoires de vie. Donc on a envie de dire seulement maintenant merci Pierre, merci Marie-Christine. Merci Gaston puisque tu es là, merci Jean-Louis, merci à vous tous qui êtes là et longue vie aux histoires de vie. Alors Jacqueline, c'est la doyenne, mais c'est moi qui connais Pierre depuis le plus longtemps. J'ai fait beaucoup de choses avec lui, et puis voilà, je l'ai vu, y compris les peu derniers temps de sa vie. Pour moi, l'Uni, c'était loin, parce que je suis une heureuse retraitée qui fait plein d'autres choses. Et puis, c'est Jean-Michel qui est venu nous solliciter, là, les uns et les autres. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec les Fribourgeois, avec les Lausannois, avec... Et puis, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a été une super bande. On est crevés, là. On est crevés. Et puis on se dit, c'est sympa, on va faire... Ouais, après tout, Jean-Michel nous énerve là, de proposer ça, mais bon, ok, on y va. Pour Pierre, on y va. On s'est dit, bon, on aura 40 personnes. Bon, allez, on y va, on fait un petit truc. On prend une petite salle. On fait une petite journée. Et puis on a vu que les inscriptions... Alors Michel, qui a fait un énorme boulot informatique, sans Michel, on ne serait peut-être pas là. Parce que... Il a fait un boulot magique pour arriver à ce que ça joue, quoi, les inscriptions, tout, quoi, le site, etc. Et puis c'est là qu'on a commencé à prendre peur. Hein. 40, 45, 50, 55, 60, 80, 100, 120, 150, 180. J'ai dit, bon, alors après, voilà, on est fatigué. Et moi, en ce qui me concerne, je suis très émue de vous voir. Il y a des anciens étudiants, des anciens collègues, des gens importants en éducation des adultes qui sont là, des gens qui sont venus de loin. Donc merci à vous tous et toutes. Et puis, ce que je vous propose là, c'est qu'on va trinquer à ce que Pierre nous a apporté en allant boire un apéro dehors, juste maintenant. Il faut peut-être dire... Non, encore une chose, excusez-moi. En fait, on n'avait pas un rond. On a beaucoup travaillé, mais on n'avait pas de sous. On s'est dit, mais mince, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on paye les intervenants? Non, désolé, on n'a pas de sous. Vous payez votre avion, vous payez votre train. Merci, Lyndon, d'avoir payé ton avion. Gaston, je ne sais pas d'où tu venais, mais de loin, peut-être de Montréal. Et puis, on s'est dit, tant pis... On mangera une cacahuète à la sortie en se cotisant, nous, avec nos propres sous. Et puis, Jean-Michel, je te laisse dire, tout d'un coup,
Jean-Michel a réalisé qu'il était président de quelque chose et qu'il restait des sous dans le quelque chose. Et grâce à ces sous qui restaient... On l'a bien aidé à se rappeler. Oui, c'est vrai. Il ne se souvenait plus. Et donc, je m'en souvenais plus depuis 10 ans. Et cet argent dormait depuis 10 ans. C'est absolument vrai. Et grâce à ce trésor ressuscité de l'association romande des histoires de vie, vous allez pouvoir boire l'apéro maintenant.